et Laurent Tapie. Laurent, parce que ce soir, événement au Stade Vélodrome, puisqu'une statue sera dévoilée, une statue en hommage à votre père. On est au mois de mai, le 26 mai, on va célébrer les 32 ans de À jamais les premiers. Le 31 mai, on va célébrer la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais avant cela... Mais ce soir, il y a donc une statue qui va être inaugurée, qui est une statue immense, je crois, mais on ne peut pas la voir encore. Non, on ne peut pas l'avoir. On veut garder la surprise pour les gens qui seront présents, y compris les médias. On dévoilera donc la statue vers 6h30, même si les gens doivent venir à 17h45. Et c'est une statue monumentale. Il n'y a pas que mon père. Il y a 7 personnages, 6 joueurs de l'équipe de 93 qui le portent sur leurs épaules et lui qui brandit le trophée de la Ligue des Champions. Une scène qui a existé le lendemain de la victoire. Et on s'en souvient. Elle est donc devant le Stade Vélodrome. On peut connaître les dimensions de cette statue ? Oui, on a un socle qui fait en gros 1m20. Par-dessus, vous avez en taille réelle les joueurs, donc qui font, on va dire, en moyenne 1m80, donc ça fait 3 mètres. Et puis, vous avez ensuite le buste de mon père, les bras tendus, plus la Ligue des Champions, ça doit faire encore, disons, 1m50, donc elle doit faire 4m50 de haut. Donc c'est monumental. Ça, c'est vous qui aviez pris cette initiative de proposer cette statue avec des fonds privés. Beaucoup de gens vous ont... sont venus évidemment pour financer cette statue et vous avez donc vous Pascal et vous avez été... vous avez eu la gentillesse de nous faire un don. Vous avez été vous avez suivi parce qu'il fallait suivre le sculpteur. Et vous lui aviez peut-être mis la pression pour que... je crois qu'il est heureux que ça se termine. Oui, bon, ça c'est une marque de fabrique de la Maison Tapie, de mettre la pression sur les gens avec qui on bosse. Il a dû faire 3 versions de mon père. Les 2 premières, à force de voir que j'étais pas content, il a dit je recommence. Et la 3e était la bonne. En même temps, de votre père, il y a de multiples versions, si vous me permettez. Forcément, c'est un homme qui... Bon. Donc ça va être émouvant pour vous, j'imagine. Votre mère sera présente, votre famille, vos frères, vos sœurs seront présents et je pense que tout le peuple marseillais, comme on dit, sera là pour rendre hommage à Bernard Tapie. J'espère qu'ils seront qui nombreux. Reste pour tout Marseille le boss. Oui. Ouais, on espère qu'ils seront nombreux. Il y a eu vraiment une très belle mobilisation de tout le monde sur ce projet. Vous vous souvenez que je l'avais lancé parce que j'étais un peu frustré de voir qu'il n'y avait rien qui se créait pour perpétuer sa mémoire. Et ça a été l'étincelle qui a déclenché la suite. Donc il y a vraiment une superbe mobilisation des donateurs, des entreprises privées, puisque la moitié à peu près des fonds récoltés viennent d'entreprises. Et puis la mairie a vraiment joué son rôle, l'Olympique de Marseille aussi. Donc voilà, au final... Hier soir, j'ai revu des images de Bernard Tapie, puisque à l'occasion de la mort de Daniel Bilalian, une séquence que vous avez peut-être, dont vous vous souvenez, a été rediffusée, où on voit Bernard Tapie au sommet de sa puissance, au sommet de son charme aussi, et au sommet de son énergie, dire à Daniel Bilalian redites-moi que j'ai des faux dans ma maison, redites-le-moi, et faut être solide. Ce qui était évidemment Daniel Bilalian, faut être solide pour résister. Tous ceux, en fait, moi j'ai toujours dit la même chose. Il y a ceux qui connaissent physiquement Bernard Tapie et puis ceux qui l'ont vu à la télé, etc. Et ils n'ont pas le même avis, forcément, parce que quand tu t'es frotté, ça m'est arrivé moi une fois. Voilà, quand tu t'es frotté à Bernard Tapie, c'était pas la même chose. Prié. Comment ? J'ai eu 1 heure d'interview par lui à l'époque sur RTL 9. Il y avait une petite transition avant le théâtre. Exact. Je suis sorti au bout d'1 heure, mais complètement étrié. Quoi. Ah bah oui, c'était le principe. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ah oui, bah ça j'ai découvert ce jour-là. C'était le principe. On va voir une image de Bernard Tapie. On est en 93, c'est le 26 mai et on est à Munich. 50 années de frustration, de déception qui s'envolent d'un seul coup, évidemment, ça fait du bruit. Surtout quand cette fameuse coupe était promise d'avance aux autres. Alors, je crois qu'on avait 3 chances sur 10. Mais on la voulait tellement plus que les autres. Ce jour-là, je l'ai vraiment vu détendu, heureux, cool, comme rarement lui qui était tout. Même le lendemain, il était encore dans l'émotion. On avait pris un petit déjeuner le lendemain avec tous les journalistes où il avait la Coupe d'Europe. Il était non pas en pyjama, mais en jogging avec une sorte de polo, et il avait la coupe, et il avait dormi avec la coupe. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et je lui avais dit, bon, vous allez la rendre. Il me dit, ça va pas, non, on va la garder. Alors qu'on doit la rendre, la coupe. Bon, est-ce que vous découvrez encore des choses sur votre père ? Non, parce que vraiment, je le connaissais par cœur et je connaissais très très bien son histoire. Donc non, je découvre rien sur mon père.
Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir. Et puis, à chaque fois qu'on vous voit, effectivement, la ressemblance est tellement frappante. Il disait toujours que vous aviez pris les qualités sans prendre les défauts. Hein. Ouais, c'est gentil de sa part, mais il avait des qualités exceptionnelles. J'ai pas toutes ces qualités-là. Vous avez la voix aussi. Ouais. Ça m'a servi des fois. Au téléphone, vous voyez, quand vous voulez accéder à un patron ou quoi, vous prenez la voix, ou pour prendre une réservation au restaurant, j'ai eu beaucoup de fois où ça m'a servi. Merci vraiment Laurent Tapie. On voulait vraiment d'abord se souvenir de Bernard ce matin. Vous avez vu que je ne vous pose pas de la question du PSG, parce que vous êtes pour le PSG quand même, pour le 31 mai. Si dans 5 ans, le Paris FC est en finale de Ligue des Champions, je serai derrière eux à fond. Enfin, vous n'êtes pas pour l'Inter. Bien sûr que si. N'importe quel supporter fondamental de l'OM ne peut pas supporter que son rival soit champion d'Europe. C'est comme ça. Et si vous posez la question aux supporters du PSG, les vrais, les durs, si l'OM est en Ligue des Champions, ils vous feront la même réponse. Bon, et alors j'ai Benjamin Nou, qui est supporter du PSG, qui dit « il a bien raison ». Mais Richard Millet, qui est loin peut-être du football, qui est un littéraire, un intellectuel, le 26 mai, chaque 26 mai à minuit, entendez bien ce que je vous dis. Les Marseillais s'envoient des textos pour dire bonne année. C'est-à-dire que le 26 mai, jour de victoire, a remplacé le 1er janvier pour les Marseillais. Vous y croyez, ça? Mais je comprends ça. Ouais. On a besoin de symbolique de plus en plus. Et je suis étonné par une chose, c'est qu'on fasse encore des statues aujourd'hui. J'avais l'impression que la statuaire était abandonnée. Et voilà une preuve, un démenti qui est magnifique. Et dans le sport, on fait encore des statues. Oui. Merci, merci je beaucoup. Je suis sûr que vous aurez votre statue en bas du siège de CNews dans quelques années. Bon, merci Laurent. Bon. Porté par Georges Fenech, André Valigny. Voilà, bien sûr, évidemment. Bon, merci vraiment Laurent. Je sais que vous avez un train qui part pour Marseille. Une image que je voulais vous montrer absolument extraordinaire. Une image absolument extraordinaire. Tesla a publié hier sur X 2 vidéos. On y voit un robot humanoïde se mouvoir avec aisance et même effectuer quelques pas de danse depuis les dernières démonstrations en novembre 2024. Alors, pour nos amis d'Europe 1, c'est compliqué à voir, mais je voudrais simplement qu'on écoute parce qu'il y a de la musique. Ça, c'est un robot qui danse. Incroyable. Benjamin No me dit qu'il danse aussi bien que Thomas Bonnet en soirée. Bon, je ne sais pas. Bon, Eugénie Bastier, moi je trouve que cette image est extraordinaire. Oui, alors moi ce qui me fascine, c'est parce qu'il y a quelques années, j'étais allée au théâtre Bolchoï à Saint-Pétersbourg voir un ballet. Et je m'étais fait la réflexion en disant, en fait, on voit la progression des robots. Et finalement, les robots progressent très vite dans l'intelligence. On voit qu'ils gagnent aux échecs, mais ils n'ont toujours pas la mobilité. On remplacera jamais un danseur classique par un robot. Je m'étais dit ça, c'était il y a 5 ou 10 ans. Eh bien, on y arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Vous savez que ça pouvait remplacer le cerveau humain. Mais on n'est qu'au début. Les robots, mais la mobilité, le corps, c'était encore difficile. Et là, ils sont en train de faire des robots qui imitent les humains. Et je pense qu'on va se marier avec des robots. Il y a des gens qui... Ça, c'est vraiment vertigineux. Il y a des gens qui se marieront, ils prendront sur mesure. Je ne pense pas quand même qu'on remplace la grâce d'une ballerine quand même par un robot. Mais si vous vous projetez... Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La grâce d'une danseuse d'opéra ne pourra jamais être réalisée par un robot. Là, ce sont des mouvements saccadés, des danses modernes. Je pense pas non plus, mais il y a quand même... André Valigny, la tectonique, oui. Si vous vous projetez dans 50 ans, vous choisirez, plutôt que, comme ça vous ne regarderez jamais en couple, vous choisirez un robot qui correspond tout à fait au profil que vous voulez avoir, physique, etc. Puis vous irez vous promener avec votre robot. Ça pose un problème pour la procréation, quand même. Quelle horreur. Mais quelle horreur, oui. Mais il y aura peut-être d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, peut-être y aura-t-il des robots qui... non pas remplaceront la procréation, mais peut-être l'acte d'amour. Peut-être. Ouais, c'est déjà fait. C'est une évidence. Poupées gonflables, ça existe. Comment ça existe? Les poupées gonflables, il y a des gens qui se marient avec... Non, mais... Oui. Ils se marient avec des poupées gonflables, il y a des Américains qui... Au Japon, il y a une tendance avec ça, avec des robots, Non, mais surtout dans les maisons de retraite et dans les crèches, peut-être, de bain, il y aura des robots qui s'occupent de leurs enfants. Non, mais c'est... Bon. Voilà, le monde de demain. La mer, pour le moment, le monde d'aujourd'hui, c'est la mer, je vous l'ai dit, de Bourg-Lez-Valence, Marlène Mourier. Les Valence. Les Valence? Oui. On dit pas... On dit pas Lez, les Valence. Bon, Bourg-les-Valence. Oui. C'est votre région. C'est pas loin. Bon, alors, on va écouter cette dame. Mais vous seriez maire, tiens, de Bourg-les-Valence. Qu'est-ce que vous feriez? Je ferais comme elle. J'attendrai que la nouvelle loi soit votée pour ne pas marier quelqu'un qui est en situation irrégulière. Le problème aujourd'hui, c'est que la loi... Donc vous ne respecteriez pas la loi?
Elle va changer la loi, heureusement. Mais elle sera censurée par le Conseil constitutionnel. C'est pas sûr. En tout cas, si on suit la jurisprudence. Emmanuel Macron a beau dire c'est le bon sens, il faudrait que ça se fasse. N'empêche que dans l'état actuel des choses, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence qui interdit toute législation qui interdirait le mariage avec un étranger. Donc c'est entre les mains du Conseil constitutionnel, mais ça veut dire qu'il renierait sa propre jurisprudence. Mais avant tout cela, avant le Conseil constitutionnel, que je sache, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a un procureur de la République en matière civile. C'est lui qui demande à la mairie de marier. Oui. Le procureur, que je sache, il dépend de qui? Du garde des Sceaux, qui est au gouvernement. Aujourd'hui, il y a une volonté d'arrêter tout ça. Pourquoi il n'y a pas une circulaire générale du garde des Sceaux à tous les parquets de France en leur disant, voilà... Écoutez la maire... Je ne comprends pas. Moi, non, pourquoi c'est le procureur qui dit au maire, ne mariez pas. Voyez-vous ? Marlène Mourier, écoutez ce qu'elle a dit, et je rappelle que le parquet lui a répondu le 4 février que l'enquête de police n'ayant pas permis de démontrer l'insincérité de ce mariage, il ne pouvait s'y opposer, invoquant la liberté de se marier qui est reconnue comme une liberté fondamentale. Marlène Mourier. Je refuse de célébrer ce mariage parce que je suis confrontée manifestement à un mariage de complaisance, et c'est le cas identique de Robert Ménard, puisque je suis face à une Française et un Tunisien en situation irrégulière qui, lors de l'audition de mariage, a fait l'aveu qu'il voulait se marier pour obtenir ses papiers. Et lui et sa future épouse ont signé le document de l'opposition, d'audition. Et le procureur m'oblige malgré tout à marier. Je sais que je risque 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et puis une inéligibilité. Écoutez, moi je ne peux pas accepter, on ne peut pas baisser la tête tout le temps, nous les élus, et si nous ne nous manifestons pas, cela va continuer. Bon, quand je dis le pays marche sur la tête... Mais là, il y a un problème. Oui, parce que d'après Madame la maire, il y a suspicion de mariage blanc. Oui. Parce que le type a dit lui-même, je veux me marier pour avoir des papiers. Donc c'est le procureur qui a tort. Parce que quand il y a suspicion de mariage blanc, le procureur ne devrait pas obliger la mère à marier. Sauf qu'il a fait l'enquête et la police dit on n'a pas trouvé d'éléments. Mais pourquoi ne se marie-t-il pas en Tunisie si vraiment c'est l'amour ? Qu'il se marie en Tunisie. Bien sûr. Que ce monsieur tunisien se marie avec cette dame française en Tunisie. Il n'y a aucun souci. Puisque l'amour est au cœur de leur demande, ils peuvent se marier. Et on respectera la Convention européenne des droits de l'homme. Exactement, ils peuvent se marier. Bon, voilà un sujet qui nous intéresse, comme un autre sujet aussi qui témoigne de la réalité de ce pays. Je vais vous parler d'Éric Masson. Éric Masson était âgé de 36 ans. Alors qu'il effectuait une opération de surveillance d'un point de deal à Avignon, vous vous en souvenez peut-être, le brigadier de police s'était tué en plein jour de coups de feu à bout portant par un trafiquant de drogue. C'était le 5 mai 2021. L'homme condamné, vous me suivez, l'homme condamné pour avoir logé le tueur d'Éric Masson dans sa cave est en fuite depuis hier. Il n'a pas réintégré la prison. Parce que cet homme-là, qui est donc c'est un policier qui a été tué, qui est complice, cet homme-là a bénéficié d'une liberté de quelques heures et il n'a pas réintégré la prison. Donc on se demande déjà pourquoi cet homme est sorti. Pour les 5 fois qu'il sortait. Hein. Il est sorti pour les obsèques de son frère. Exactement. Il est sorti mercredi matin de prison pour assister à des obsèques. Il s'appelle Ismaël Bouchti. Il ne s'est pas présenté à la prison à 19h. Il est à 7h, toujours en cavale. Donc je voulais vous montrer le sujet de Mathilde Couvillier-Flornois, que je trouve effectivement cette situation là aussi un vrai ubuesque. Il n'est pas revenu de permission. Ce mercredi, Ismaël B, qui purgeait une peine de prison de 2 ans au centre pénitentiaire du Pontet, avait eu une permission de sortie d'1 journée pour assister aux obsèques de son frère. Mais à 17h, il ne s'est pas présenté, ce qui a provoqué la colère du corps policier. À quel moment est-ce qu'on se dit que cet homme va pouvoir apporter toutes les garanties de retour dans l'établissement pénitentiaire, alors que, je rappelle, c'est un homme qui a froidement et sans scrupule hébergé et donc aidé dans sa cavale le meurtrier d'un policier. Ismaël B, 25 ans, a été condamné pour avoir logé le tueur du policier Éric Masson dans sa cave. Le brigadier a été tué par Ilyas Akoudad sur un point de deal à Avignon en mai 2021. Le fugitif a été reconnu complice dans l'affaire. Son évasion n'est pourtant pas un cas isolé, d'après le syndicat de la prison du Pontet. Des évasions, ça arrive très fréquemment dans le milieu de la pénitentiaire et c'est souvent d'ailleurs des personnes qui du coup ne reviennent pas de permission. Et il y en a énormément, on n'en parle pas assez. Ça
créer un travail supplémentaire pour la police, pour la gendarmerie, pour tous les services de recherche qui justement en fait doivent courir derrière ces personnes pour justement faire en sorte que leur peine soit faite. Ce jeune homme était libérable dans 10 mois. À présent, il est considéré comme fugitif et inscrit au fichier des personnes recherchées. Et on rappelle que le meurtrier d'Éric Masson, Ilyas Akoudad, 22 ans, avait avoué lors de son procès avoir tué le brigadier Éric Masson. Il a été condamné le vendredi 1er mars 2024 à la peine maximale, 30 ans de prison, assortie d'une période de sûreté de 20 ans par la cour d'assises du Vaucluse. Là, dans cette affaire, on aurait pu imaginer, admettons, la permission pour les obsèques de son frère, qu'il y ait une escorte qui soit transférée au cimetière sur une escorte. Il assiste ensuite à la cérémonie et on le réintègre. Là, manifestement, il est sorti libre. Mais vous avez raison. Alors, il restait... Richard Millet. Pardon. Je ne comprends même pas pourquoi on autorise quelqu'un à aller aux obsèques de son frère. Je veux dire, une peine de prison, c'est une peine de prison. Voilà, donc l'humanisme. C'est tout. Et on a appris Quel humanisme. Un policier nous a dit ce matin que les obsèques de son frère a été tué dans un assassinat lié au trafic de stupes. Voilà. Ça montre en plus que lui a toujours des liens avec un environnement criminel. La mort d'un frère, ça reste la mort d'un frère. Pardon. Bien sûr, mais bon, ça donne quelques indices sur le fait qu'il gagne encore dans un environnement. Non, mais oui, quoi, c'est... Non, mais pour les obsèques, je peux comprendre, mais ce qui est surtout... c'est stupide de sa part parce qu'il était libérable dans 10 mois. Et là, il va se faire certainement récupérer. On l'a vu avec la traque de Mohamed Amra. Les policiers ne lâchent rien et ils finissent toujours par récupérer un fugitif. Mais peut-être lui est-il arrivé d'ailleurs quelque chose. Parce que je ne comprends pas l'intérêt quand on est libérable dans 10 mois de s'enfuir et il va reprendre une peine qui va être terrible. Bon, et puis dans les informations que vous avez vues également, Rieux-la-Pape, pardonnez-moi, c'est pas loin de chez vous. C'est le Rhône. C'est chez moi. Bon. Depuis plus d'une semaine, la commune de Rieux-la-Pape est secouée par une série de violences impliquant des enfants parfois âgés de 11 ans. Et je voulais vous faire écouter, on écoutera le maire de Rieux-la-Pape, mais je voulais vous faire écouter le reportage ce matin de Noémie Loisel sur Europe 1, qui a interrogé effectivement des habitants de Rieux-la-Pape. Et on apprend que c'est des gosses de 11 ans. 11 ans qui ont été interpellés. Voilà où on en est, mais tout ça a été annoncé il y a 10 ans, 20 ans. Et les gens disaient sentiment de sécurité, ça n'existe pas, etc. C'est un naufrage absolu, absolu. Donc écoutez Noémie Loisel, le reportage qu'elle a fait. 11 ans, c'est l'âge du plus jeune des mineurs interpellés après une série de violences urbaines dans la commune, un chiffre qui choque les habitants. Qu'est-ce que les enfants font dehors le soir? C'est toujours la même question. À 11 ans, les enfants doivent être chez eux. J'ai jamais vu ça. Jamais on a manqué de respect aux forces de l'ordre. Face à ces violences impliquant des enfants de plus en plus jeunes, les riverains s'interrogent sur la responsabilité des parents. Je pense que les parents ont quand même leur rôle à jouer. C'est vraiment un laisser-aller des parents. Des fois, les parents sont dépassés. Les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus agressifs. Des mineurs qui sont de plus en plus impliqués dans les violences urbaines en France, indique Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Ces jeunes sont déresponsabilisés, réfractaires à toute autorité, et c'est en ce sens qu'il faut absolument responsabiliser les parents par des mesures qui peuvent être d'ordre financier, comme des amendes, qui peuvent être la suppression ou la diminution d'aides sociales. Le maire Alexandre Vincendé va convoquer les parents des mises en cause afin de leur proposer un accompagnement parental. En cas de refus, il souhaite suspendre les aides municipales et en cas de condamnation judiciaire, engager une procédure d'expulsion de leur logement social. Rieux-la-Pape, Noémie Loisel. Il y a une question que je me pose, Richard Millet, vous qui avez été au contact des adolescents, collégiens, lycéens, est-ce que c'est rattrapable ou est-ce que c'est fichu? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que vient de dire une des personnes là, c'est il faut responsabiliser les parents. Si on est arrivé à ce point, c'est qu'on n'est plus dans une société civilisée. Responsabiliser les parents, mais qui va responsabiliser les parents? Qu'est-ce que ça veut dire? D'autre part, pour vous répondre plus précisément, 11 ans, c'est un élève de 6e. J'aurais jamais imaginé, quand j'avais des élèves de 6e, qu'ils attaqueraient un commissariat. Vous voyez, donc, je ne sais pas comment on peut rattraper ça. C'est-à-dire que c'est toute la France qui est à refonder de A à Z. Depuis le début de cette émission, on ne parle que de choses négatives. C'est effrayant. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit, parce qu'il y a des mots valises. Et j'aime quand un littéraire, un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit sur la société, vient remettre parfois en cause ces mots valises. Effectivement, responsabiliser les parents, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est impossible.
En fait, vous avez parfaitement raison. Et ça fait partie des mots qui sont... parentaux. C'est tautologique, en fait. Oui, il y a des stages parentaux. Les parents, c'est une sanction c'est la responsabilité. prononcée par le tribunal. Oui. Un stage parental. Oui, mais c'est idiot. Que l'État se substitue aux parents pour leur dire ça. Tu vas apprendre aux parents, c'est fini, quoi. Bon, c'est absolument fini. Quand on est... C'est pour ça que ma question, sur cette génération, moi, je pense que c'est fini, hélas. Bon, vous avez entendu le carillon d'Europe 1.